Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Donc, le premier webinaire médico-social de la Fiat Co. Merci à toute l'équipe de Fiat Co, Myriam et tous les autres, Inès et toute l'équipe d'avoir organisé effectivement. On a le plaisir d'être nombreux aujourd'hui, peut-être plus nombreux encore tout à l'heure, de recevoir Béatrice Langelier-Bellevue donc, pour répondre à beaucoup de questions et présenter une expérience. Est-ce qu'on fait un petit tour? Alors, on n'est pas forcément très très nombreux encore. Est-ce qu'on fait un petit tour de table peut-être? De table, on comprend, de table virtuelle, pour se présenter. Cela dit, il y a beaucoup de noms. Je regarde les cartouches avec effectivement le nom de l'association. Un petit tour de table peut-être. Qui commence? Alors, on ouvre le micro, s'il vous plaît, par contre. Moi, je veux bien commencer. Très bien. En quelques Donc, moi, je suis Claire Gentil et je suis vice-présidente de l'association Amélogénèse France. OK. Donc, moi, je suis Muriel Weisheimer. Je représente l'association UNCED et Valérie Giclard, qui est la présidente, qui n'a pas pu venir. Donc, je suis déléguée du Grand Est, moi, OK. pour l'association. Oui, bonjour, Nathalie Bénard, je suis trésorière de l'association Mobius France et je représente effectivement le conseil d'administration. Bonjour, Delphine Vissac de l'association, présidente de l'association Tremplin Syndrome de Pierre-Robin. Et je suis également une des représentantes des associations à la filière. Donc voilà, merci beaucoup aux associations d'être présents et merci beaucoup à la filière d'avoir organisé ce temps d'échange. Bonjour, je me permets, je prends le train en route. Anne-Claire Leduc, présidente de l'association Un défi de taille. Très bien. Je profite d'un petit blanc pour préciser que donc on enregistre cette présentation. Après, donc théoriquement, elle a vocation à être après à être mise en ligne sur le site de la filière, en sachant qu'on se réserve le droit éventuellement de ne pas la mettre s'il y a vraiment des gros soucis techniques. Il faut mettre quelque chose qui soit exploitable et de qualité. Donc, a priori, bien sûr, ce sera consultable par tout le monde, sauf si on a de gros soucis en cours de route. Mais ça, on jugera. Bonjour, moi je me présente, Cécile Foujols. Je suis présidente de l'Association française du syndrome de Klippel-Feil. Très bien. Oui, moi je me présente. Je suis Catherine Alignol, je suis vice-présidente de l'association Coffin Ciris France. Bonjour, je me présente, je suis le vice-président de l'association Généris sur l'anéridie et d'autres syndromes rares de l'œil et de l'iris. Voilà. Okay. Et je suis en charge des patients et des familles. Très bien, merci. Et bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, est-ce que Myriam, tu veux faire un petit commentaire ou Non, merci à tous d'être présents. On va vous demander de bien vouloir couper vos sons, sinon je le fais. De toute façon, je désactive pour une bonne qualité. Et puis, après l'intervention de Madame Béatrice Langelier, qu'on remercie vivement, il y aura des temps d'échange avec des questions. Donc, soit vous levez la main, soit vous posez votre question dans le chat, de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Très bien. Merci encore, Madame Langelier, d'être là aujourd'hui et on vous écoute dans ce cas-là. Merci beaucoup. Ok. Donc, je suis Béatrice Langelier-Bellevue. Je suis assistante sociale à l'hôpital Necker depuis une quinzaine d'années. Pour vous brosser un petit peu mon parcours qui peut vous intéresser, j'ai travaillé 6 ans en génétique médicale donc à Necker, pour ensuite coordonner un réseau de santé maladies rares à Montpellier, le réseau méditerranéen qui existe toujours, puis revenu à Paris à Necker pour coordonner l'espace maladies rares. Et à travers ce travail-là, j'ai pu coordonner le projet Transition ados jeunes adultes. Donc, je connais à peu près, avec mon passé en génétique, vos associations et les pathologies pour lesquelles vous œuvrez. À peu près, j'ai des souvenirs. Et puis, je propose un PowerPoint
sur les grandes thématiques, les grandes questions que vous aviez en tête, donc autour des affections longue durée, des transports, de la JPP. Je n'ai pas fait des diapos sur les MDPH, mais je vais répondre à vos questions. Je peux dire quelquefois des bêtises parce que finalement, que ce soit le transport, la LD, c'est un peu quelquefois des droits un peu absolus et quelquefois c'est pas toujours mis, enfin des droits relatifs et pas toujours des droits absolus avec des lignes très claires de la part de l'assurance maladie, des MDPH. Il y a des divergences, vous le constatez sûrement, et moi également. Donc quelquefois, je pense que je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Du coup, on va partager l'écran. Alors, on fait plutôt écran général. Partager. Et là, maintenant, on va mettre en bas. Voilà. C'est bon, on a la présentation, on bon partage. C'est parfait, merci. De toute façon, je vous ai mis mon mail. Hein, si vous avez après d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, comme je vous l'ai dit, les thématiques proposées, donc c'est l'ALD, puis il y a pas mal de questions, les transports, la JPP, les questions diverses. Alors déjà, avant de parler de l'ALD, ce qu'il faut bien savoir, c'est un sujet que j'aborde avec les patients en début de parcours de soins. Et c'est assez intéressant parce qu'on interroge la culture générale autour finalement du coût d'une consultation, d'une hospitalisation et d'une maladie chronique ou rare. Dans le cadre de la filière tête-cou, il y a pas mal, il y a quand même souvent un gros parcours chirurgical en ORL, en neurochirurgie, en maxillofacial. Et donc, je pose la question, à votre avis, combien coûte une journée d'hospitalisation en ORL ou en maxillo? Bon, ça peut varier entre 1 300 € si c'est de la médecine et 4 450 € en réanimation. Et on sait que dans les pathologies de la filière tête-cou, les bébés, surtout d'ailleurs en ORL, passent quelques jours en réanimation. Donc, voilà ce que ça coûte par jour. Et donc, en chirurgie classique, c'est 1 800 €. Donc, sur ces 1 800 €, pour tout le monde, 80%, c'est remboursé par l'assurance maladie, qu'on ait l'aide médicale, la complémentaire santé solidaire, des droits parce qu'on travaille. Les 20 € restants, c'est le ticket modérateur, c'est la part qui reste à votre charge, qui va être payée par l'ALD ou par la mutuelle. Je ne vais pas rentrer dans les histoires de cas opératoires, donc c'est vraiment le jargon hospitalier quand il y a beaucoup d'actes chirurgicaux, que ce soit qu'on soit en ALD ou pas, la Sécu peut prendre en charge à 100%. Qu'est-ce qui reste à votre charge? C'est le forfait journalier, c'est tout ce qui est hôtelier finalement. Ça correspond à 20 € par jour. Et ça, c'est la mutuelle qui le rembourse, mais jamais l'ALD. Donc ça, c'est pour tout ce qui est hospitalisation. Mais après, on verra que dans la filière tête-cou, il y a d'autres coûts qui sont complexes, comme l'orthodontie, l'implantologie, etc., etc. Donc, l'ALD, c'est une affection longue durée. Il y a 30 pathologies. Et puis, il y a les pathologies évolutives et invalidantes et les polypathologies. Donc, bien sûr, nous, dans la filière tête-cou, on se situe dans des maladies hors liste, évolutives et invalidantes et polypathologies, à l'exception de la surdité où il y a un encart dédié à la surdité en plus des 30 pathologies. Alors, il y avait une question, c'est quels sont les critères justement de décision si on rentre dans une maladie, une ALD. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des ALD exonérantes, donc il va y avoir le 100% pris en charge, et puis les maladies non exonérantes. Du coup, les maladies exonérantes, c'est des maladies graves, évoluant pendant plus de 6 mois, et nécessitant un traitement coûteux. Et on va s'arrêter sur ce fameux traitement coûteux. Il peut être coûteux pour l'assurance maladie, comme il peut être coûteux pour les familles.
Donc voilà, quand je dis attention, certains frais restent à votre charge, c'est les fameux 20 € de forfait journalier en cas d'hospitalisation. Et ça va être tout ce qui est pansement, sérum FI, crème cicatrisante, qui ne rentrent pas du tout dans la liste des produits remboursables par l'assurance maladie. Il y a 2 critères, ces fameux 2 critères qui vont vous permettre de dire est-ce que je peux demander l'ALD ou est-ce que je ne la demande pas. C'est des hospitalisations à venir, ça c'est considéré comme coûteux. Des actes techniques médicaux répétés, des actes biologiques répétés et des soins paramédicaux fréquents et réguliers. Alors, sur ces actes techniques médicaux répétés, on va prendre l'exemple de l'orthodontie dans le cadre des malformations du crâne, dans le cadre des malformations maxillo, type fente. Les enfants ont de nombreux semestres d'orthodontie. Et l'orthodontie vont en avoir de 7 ans à 17 ans, donc 10 ans, beaucoup plus qu'un enfant qui n'a pas de pathologie chronique, qui aura des bagues pendant 3 ans. Alors, ces actes-là, ils sont techniques, ils sont médicaux, ils sont répétés, mais ils vont être considérés comme peu coûteux pour la Sécu, parce que la Sécu, elle va rembourser, allez, 215 € par semestre, c'est rien comparé à 1 800 € de journée d'hospitalisation. Donc, elle considère que ce n'est pas coûteux pour elle. Or, pour les parents, le reste à charge, il est énorme, 600, 800 € par semestre. Donc, ce sont sur ce genre d'interprétation qu'il va y avoir un décalage entre vos demandes d'ALD et les refus des médecins conseils. Ça m'est arrivé récemment d'avoir un patient, une petite fille qui avait une fente vélaire, sans chirurgie, un gros programme d'orthodontie, et le médecin conseil a jugé que ce n'était pas un acte coûteux. Donc, il a refusé la maladie, le statut de maladie exonérante. Les maladies non exonérantes, vous pouvez vous dire, à quoi bon d'avoir une ALD si ce n'est pas exonéré, ça ne sert à rien. Donc là, l'assurance décide qu'il n'y a pas de traitement coûteux, donc on pourrait se dire, voilà, l'orthodontie. Mais en revanche, l'assurance maladie va rembourser au taux habituel les soins en lien avec la maladie. Donc, ça peut permettre de bénéficier d'un arrêt maladie de plus de 6 mois, donc ça c'est plus pour les adultes, mais aussi la prise en charge des transports. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour bénéficier de transport, pour des consultations, il faut être pris en charge à 100% en ALD. Donc, on peut se dire, tiens, je vais faire ma demande d'ALD, même non exonérante, pour avoir les transports parce que j'ai régulièrement des consultations et que mon lieu de soins est éloigné du domicile, j'ai des frais d'essence, donc je vais demander l'ALD non exonérante. Alors, je ne sais pas si ce que je vous propose, c'est de continuer mon topo sur l'ALD, puis après peut-être prendre vos questions. Alors, quelles sont les démarches à faire? Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, de 0 à 16 ans, c'est le médecin traitant ou le médecin spécialiste. Mais autant vous dire que quand on est suivi pour une maladie rare, oui, c'est le médecin spécialiste qui va mieux remplir le plan de soins, puisque dans le plan de soins, j'ai un exemple d'ALD à vous montrer. Le plan de soins, c'est de bien décrire qu'est-ce qui va être pris en charge à 100%. Ça va être les radiographies, l'orthodontie, l'orthophonie, l'ophtalmo, la biologie, etc., etc. Et c'est vrai que c'est le médecin spécialiste, ORL, ophtalmo ou maxillo, qui va dire je connais parfaitement le plan de soins de mon patient, alors qu'un médecin généraliste dans son petit cabinet dans le Lot, pas sûr qu'il connaisse le plan de soins pour son patient. Ce qu'on peut proposer à partir de 16 ans, c'est que le médecin spécialiste commence à le remplir en remplissant la partie plan de soins, et puis que le médecin traitant co-signe et l'envoie. Alors, ce qui est pratique, c'est que le médecin traitant va, lui, avec ce qu'on n'a pas, nous, à la PHP, il va mettre la demande dans la carte vitale, et du coup, elle est envoyée donc, avec une télétransmission directe
à l'assurance maladie et vous avez une réponse en 15 jours de l'affection longue durée. Donc, quand c'est le médecin traitant qui le fait, c'est peut-être moins bien rempli, mais c'est transmis tout de suite à l'assurance maladie. Et c'est obligatoire à partir de 16 ans dans le cadre du parcours coordonné. Donc, la contrainte, effectivement, si le médecin traitant n'a pas le temps de passer un coup de fil au médecin spécialiste, c'est que le patient doit bien expliquer l'ensemble du plan de soins avec tous les derniers comptes rendus médicaux. Une fois qu'on a l'accord de l'assurance maladie, puisque le médecin conseil vous renvoie le dernier volet en disant c'est tamponné, c'est validé, pour une durée de 6 mois à 10 ans, le patient doit bien mettre la carte vitale à jour pour que lorsqu'il passe chez le médecin, chez l'orthophonie, chez l'ophtalmo, à l'hôpital, à la pharmacie, du coup, que les ordonnances bisone soient bien déclarées en pharmacie ou à l'hôpital. Alors, il y avait des questions sur la contestation. La contestation, personnellement, professionnellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de contester parce que c'est très complexe et très lourd. Il faut contester la décision donc d'ordre médical. Il faut saisir la commission médicale de recours amiable dans les 1 mois qui suivent la décision. Si votre demande est rejetée, vous pouvez ensuite engager une procédure au tribunal administratif judiciaire. Vous pouvez faire appel auprès de la cour d'appel. Donc, vous voyez, c'est un parcours juridique très complexe. Je pense que dans l'intermédiaire, ce qu'on peut suggérer, c'est peut-être, si c'est possible, peut-être faire appel aux défenseurs des droits. Il y en a dans chaque département. Et il est chargé de prendre attache avec le médecin conseil pour dire écoutez, je ne comprends pas votre décision. Et donc, le défenseur des droits, on trouve ses coordonnées, on peut lui apporter tous les éléments en disant je ne comprends pas les décisions du médecin conseil. Et vous envoyez tout sur le site défenseur des droits qui est sur Internet. Toute cette procédure de contestation, vous la retrouvez sur Amélie. Et pour vos patients qui sont pas très, qui ont du mal avec toutes ces formalités administratives, Amélie met en place de plus en plus sur leur documentation, des documentations qui sont estampillées, faciles à comprendre, faciles à lire, faciles à comprendre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des questions autour déjà de l'ALD? Il y en a 2. On peut te les dire si c'est plus simple. Héloïse demande pourquoi certaines caisses refusent une demande d'ALD pour la même pathologie. Je pense que justement, je donne un exemple justement sur ce fameux papa qui c'était très difficile à comprendre. Sa petite fille qui avait une fonte bel air avait eu l'ALD pendant 5 ans. Elle l'avait eu parce qu'il y avait un programme chirurgical. Là, il n'y a plus de programme chirurgical. Et c'est écrit. Le médecin qui a rempli le formulaire a dit il n'y a pas de chirurgie. Il n'y en a plus, c'est fermé. Donc là, le médecin conseil a dit c'est fini. Et c'est pour la même pathologie. Du coup, ce papa ne comprenait pas en disant c'est la suite logique de la pathologie pour laquelle j'ai eu un accord il y a 5 ans et là, j'en ai plus, je ne comprends pas. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de traitement coûteux. Le traitement coûteux, c'est vraiment la chirurgie. Il faut vraiment avoir ça en tête pour un médecin conseil. Et si il refuse alors qu'il y a, pareil, une demande d'ALD pour un patient où il y a le même programme chirurgical, c'est que ça ne va pas. C'est que ou le médecin est mal rempli, ou il faut le renvoyer en insistant dans le plan de soins sur les chirurgies. Il ne faut pas hésiter à refaire la demande. Je ne réponds pas pour les transports encore. Excusez-moi, j'ai juste une question justement par rapport à la fente, parce que nous, c'est la problématique pour les patients de notre association. Du coup, ça veut dire que pour les soins d'orthodontie, on ne pourra jamais demander la LD, elle sera toujours refusée. Moi, je serais d'avis, je ne l'ai pas fait pour mon papa parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je serais d'avis de tenter de faire en plus un courrier bien
bien circonstancié au médecin conseil en disant, alors, pour les fentes, pour l'orthodontie, c'est ce que j'expliquais au papa. Après, il faut choisir ses batailles. Hein. Si vous n'avez pas la LD, c'est 193 € le semestre. Si vous avez la LD, c'est 215. Donc, vous allez vous battre pour 25 € d'écart. Moi, je ferais différemment. Vous avez posé une question autour des aides, j'y reviendrai tout à l'heure, sur les aides de l'assurance maladie et des mutuelles. Moi, c'est ce que j'invite les familles à faire, c'est faire plutôt des demandes de secours pour diminuer le reste à charge. Ce sera plus intéressant que pour avoir 25 €, enfin faire des courriers pour 25 € d'écart, je trouve que ça ne vaut pas le coup. D'accord, merci, super. C'était tout sur les questions sur la LD? Oui, hein. Alors, il y a une question sur la CMRA, mais je ne sais pas ce que c'est, donc je te laisse voir, Béatrice. C'est la commission médicale. Quel est le délai de réponse de la CMRA? J'en ai aucune idée. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, alors avec le Covid a bon dos, mais avoir la réponse d'une ALD, avoir des indemnités journalières, avoir les assurances maladie ont un retard dingue sur toute la paperasse. Hein, je ne peux pas vous dire, mais ils ont beaucoup de retard en tout cas. Il faudrait aller sur le site Amélie pour avoir exactement, savoir s'il y a un délai. Si je puis me permettre de préciser, parce que j'ai posé cette question, moi j'avais fait un recours et les mois sont passés, je n'ai pas eu de réponse. Et puis un jour, je ne sais pas, 8 ou 9 mois plus tard ou 1 an plus tard, j'ai essayé de me renseigner. Et donc on m'a dit, si au bout d'1 mois on ne vous répond pas, c'est que c'est non. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et donc il ne vous reste plus que le tribunal. Et donc, avoir déjà la pathologie et être envoyé traîner devant les tribunaux, moi j'ai été complètement écrasée. Donc, mais bon, j'ai eu une issue, c'était miraculeux parce qu'un médecin conseil m'a aidé de l'assurance maladie. Mais je veux dire, si on ne nous dit pas qu'au bout d'1 mois, si vous n'avez pas de réponse, c'est que c'est négatif, on laisse les gens un peu dans le doute et on ne sait pas. Je trouve ça malheureux parce qu'on a déjà suffisamment de problèmes pour qu'on ne nous ajoute pas des choses comme ça. Mais ça, c'est typique de l'assurance maladie. On va y revenir sur les transports. L'assurance maladie, ils ont des fonctionnements comme ça, c'est-à-dire même quand vous faites une entente préalable de transport ou une entente préalable de kiné, dans les délais 15 jours avant, si vous n'avez pas de réponse, ça vaut accord. Mais ça, il faut le savoir, effectivement. Ils ont des systèmes comme ça que personne ne connaît, comme ça. Je trouve que pour l'usager, la CAF ne fonctionne pas comme ça, les MDPH ne fonctionnent pas comme ça, c'est vraiment l'assurance maladie. Après, il faudrait peut-être revoir la loi de 2002 sur le droit des usagers, mais je comprends bien que ça vous donne encore plus de paperasse et puis on n'a pas envie d'aller devant la cour d'appel ou la cour de cassation. Non, vous n'avez pas que ça à faire non plus, quoi. Est-ce que je peux poser une autre question sur le plan de soins? Oui. Vous parliez tout à l'heure de la chirurgie qui, du coup, favorise le fait que plus on a de chirurgie ou d'hospitalisation, on va favoriser dans le plan de soins le fait de la prise en charge à 100%. L'orthodontie, du coup, ne coûte pas si cher et du coup, au regard de l'assurance maladie, hein, je parle bien. Et donc, ça ne permettrait pas forcément d'obtenir ce 100%. Et du coup, de l'implantologie dentaire qui, quand même si elle est 100% santé avec une prise en charge possible maintenant, avec les dents du sourire en céramo et alors qu'en métallique derrière, vous considérez que c'est la même chose que sur l'orthodontie en fait, ça va pas coûter si cher que ça la Sécu et donc c'est pour ça qu'ils ne prendraient pas en charge à 100%. Oui, mais quand on y pense, c'est là où ça peut faire l'implantologie, c'est déjà un peu mieux remboursé pas beaucoup plus que l'orthodontie. Quand on voit qu'il y a des pathologies, par exemple la dépression fait partie des 30 pathologies d'ALD. La dépression, elle est soignée par traitement antidépresseur. Alors si on n'est pas hospitalisé, ça ne coûte rien. C'est 30 € par mois d'antidépresseurs. Et moi, j'estime pas ça coûteux. Et que voilà. Et c'est vrai que c'est à l'appréciation des médecins conseils. Moi, je pense que ça vaut toujours le coup de faire la demande et de faire un petit courrier. Peut-être avant d'envoyer la demande d'ALD, c'est de faire un courrier circonstancié en disant
ça pourrait être même une des missions de la filière que de créer un courrier un peu générique à l'attention des médecins conseils pour expliquer le parcours de certaines pathologies de la filière en termes d'implantologie et d'orthodontie. Ça pourrait être une bonne idée, je pense. D'accord. Et du coup, si on a un refus, vous ne conseillez pas forcément de faire un recours, mais plutôt de taper directement sur le défenseur des droits plutôt. C'est ça? C'est-à-dire que moi, alors je suis comme vous, je suis un peu feignante, hein, j'attendrai un peu, je referai une nouvelle demande plutôt que faire un recours qui est plus complexe. Je ferai une nouvelle demande avec plus d'arguments, mieux remplis, avec un courrier circonstancié. Alors moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Enfin non, j'ai fait ça en 2020 pour ma fille. Malheureusement, j'ai envoyé les documents période Covid. Donc comme la dame qui parlait tout à l'heure, au bout d'un mois, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai eu une réponse négative pour mon fils et ma fille, j'ai rien eu du tout. Et je sais même pas s'ils ont enregistré la demande ou quoi que ce soit. J'ai pas eu de retour. Donc dans tous les cas, j'ai pris ça pour un refus dans les deux cas, finalement, à l'arrivée. Et cette année, je recommence. Mais du coup, c'est vrai que je me pose la question de, je m'attends pas à ce que, alors, ça a un petit peu évolué quand même par rapport à la première fois, parce que là, du coup, on a eu le remplissage de la demande de plan de soins, justement, ce que vous disiez. Donc, je me dis que déjà, ils ont lu un petit peu plus le dossier par rapport à la première fois, peut-être. Et je m'attends quand même peut-être à un refus. Donc, j'essaye de déjà me préparer à qu'est-ce qu'il va falloir que j'entreprenne comme démarche derrière. Voilà. C'est pour ça que, bon. Mais je vais, avec le plan de soins, je vais peut-être envoyer le courrier, comme vous dites, circonstancié. Oui. Et après, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on pourrait aussi tenter de le faire avec le médecin traitant, avec cette fameuse télétransmission, comme ça vous êtes sûr qu'ils l'ont reçu. Le médecin traitant, c'est comme ça qu'il l'a fait. Il l'a fait en télétransmission. Mais le plan de soins, il veut pas comme vous disiez, il veut pas me le remplir parce qu'il n'est pas spécialiste de la maladie. Et donc, c'est le dentiste de l'hôpital de Rothschild qui doit le remplir, en fait. Après, n'hésitez pas à relire le plan de soins qui a été fait par le médecin spécialiste et voir s'il manque des choses. Maintenant, pour éviter de perdre du temps, moi je regarde le plan de soins qui est rédigé par les médecins de mon service et je peux leur mettre un petit mot en disant s'il te plaît, tu peux rajouter une petite phrase en plus pour bien appuyer sur la chirurgie, quoi. C'est ça, parce que là, pour l'instant, moi, ils ont, dans le cas de la mélogénèse, ils ont pour l'instant, enfin, du moins mes enfants, les autres, je sais que certains ont des hospitalisations avec des opérations pour leur couronner les dents, parce que c'est plus simple de couronner tout d'un coup quand ils sont endormis. Moi, c'est pas le cas pour l'instant, c'est pas ce qu'on nous a proposé, mais ça veut pas dire que ça va pas être ça demain, dans 1 an ou 2, parce que les soins seront beaucoup trop importants à faire en étant simplement au cabinet endormi localement, on va dire. Ouais, mais c'est des actes médicaux répétés pour moi. Oui, ah oui. Je peux vous dire que vu le nombre de fois, et j'ai participé là récemment au podcast qui a été mis en ligne sur le site de la filière. C'est le témoignage de moi et de ma fille, en fait, qui ont été enregistrés. Et je peux vous dire qu'elle le dit clairement dans son témoignage, c'est que ce qui la gêne le plus au quotidien, elle vient de rentrer en 6e, et c'est le fait de louper l'école tous les lundis, presque tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Donc c'est bien qu'il y a une répétition. Mais du coup, de ce que vous me dites, ça vaudrait le coup. Après, nous, à Necker, on a de la chance. Hein. Il y a une assistante sociale par service, donc il y en a une en ORL, une en neurochir, etc. C'est de pouvoir peut-être faire un petit. On a la chance de pouvoir aller en staff médical, de faire un petit 5 minutes dans un staff pour dire au médecin, quand vous remplissez les ALD, s'il vous plaît, mettez les termes techniques, frais médicaux répétés, etc., pour que ça passe un peu mieux auprès des médecins conseils. Je ne sais pas ce qu'en pense monsieur le boulanger, mais c'est assez simple à faire, quoi. Oui, absolument, bien sûr. Ça prend 2 minutes, des petits rappels une fois par an, et puis voilà. Hein. Alors, il y a une question sur le plan de soins. J'ai un protocole de soins que je peux vous partager à l'écran et comme ça, je vais vous expliquer ce que c'est que le plan de soins. Alors. Donc voilà, ça c'est ce qui est important. On demande une ALD hors liste.
Diagnostic, donc ça peut être donc fente, etc., etc. C'est là où il y a une spécificité pour les enfants atteints de surdité bilatérale. Et critères diagnostiques et plans de soins prévus. Donc ça, c'est le plus important pour avoir l'ALD, c'est de bien remplir ce paragraphe-là. Et donc, par exemple, on va prendre vos cas d'implantologie, etc., ou de suivi. Donc, on va vraiment insister sur les actes médicaux répétés, donc bien les spécifier. Le coût, on peut mettre coût important en implantologie et en orthodontie au long cours, mal remboursé par l'assurance maladie. On met radiologie, toutes les consultations, tout, ophtalmo, ORL, maxillo, odonto, et que sais-je encore, orthophonie, les radiologies spécifiques. Donc ça, il faut vraiment bien le remplir. Et peut-être en synthèse, plan de soins coûteux et répété, quoi. Alors, je vais passer au transport. Alors, quelques généralités. Donc, c'est sur prescription médicale. C'est le médecin qui convoque, qui fait le bon de transport. D'ailleurs, on n'appelle pas ça un bon transport, une prescription. Si Madame Vasquez m'entendait, elle me zigouillerait. C'est donc une prescription médicale de transport. Donc, c'est le médecin qui convoque, qui prescrit. Donc, bien demander à la secrétaire de votre médecin spécialiste ou de votre kiné de prescrire. En cas d'hospitalisation, en cas d'examen, de rééducation, de consultation dans le cadre, si on est pris en charge à 100%, d'où l'idée de faire même une ALD non exonérante pour les transports. Et dans le cadre d'un centre de référence maladie rare, ça c'est la lettre réseau de l'assurance maladie de 2006. En fait, cette entente préalable de transport va dédommager le fait que vous soyez obligé de faire des centaines de kilomètres parce que vous n'avez pas de centre de référence ou de compétences à côté de votre domicile. Donc, si la consultation ou l'hospitalisation a lieu à moins de 150 km, vous faites une prescription médicale de transport classique que vous donnez au taxi ou au VSL le jour même. Vous n'avez pas d'avance de frais à faire puisque votre carte vitale est bien mise à jour. On voit que vous êtes pris en charge à 100%. Donc ça, c'est merveilleux. Si vous avez une rééducation orthophonique, il y a pareil, un taxi. Non, je ne parle pas des taxis. Si vous avez 4, ça arrive souvent pour les hospitalisations dans le cadre de la filière tête-cou. Vous avez 4 rendez-vous dans les 2 mois. C'est-à-dire vous avez la consulte post-op, la consulte d'anesthésie, l'hospitalisation et la consultation post-opératoire. Ça fait 4 trajets en moins de 2 mois. Vous faites une prescription médicale de transport classique que vous avez le jour du transport. Après, je vais vous expliquer la spécificité du transport du véhicule personnel. Donc ça, c'est une prescription médicale de transport classique. Si vous habitez à Strasbourg et que vous venez à Paris, donc ça fait plus de 150 km, ou bien que vous avez de nombreux trajets dans le cadre d'une rééducation orthophonique, vous avez demandé 20-40 trajets, il faut faire ce qu'on appelle une entente préalable. Donc, c'est un CERFA qui est différent. Et ça, il faut l'envoyer au moins 15 jours au médecin conseil. Si vous n'avez pas de nouvelles dans les 15 jours, ça vaut accord. Si vous avez un refus, vous êtes informé dans les 15 jours. Le mode de transport, c'est le médecin qui prescrit, qui décide. Et oui, pour la filière tête-cou, en général, c'est le véhicule personnel ou le train le plus souvent. C'est rarement un taxi. Aujourd'hui, les médecins ont de plus en plus de contrôle. Donc, surtout, ce qui était possible il y a 10-15 ans n'est plus possible aujourd'hui. Et puis après, on voit au cas par cas. Moi, je sais que
c'est une question, je n'ai pas fait de slide là-dessus aujourd'hui, mais on pourrait parler aussi de maladies chroniques et rares et précarité. Et c'est là où moi, en tant qu'assistante sociale, j'interviens régulièrement. Nous avons de nombreuses familles bénéficiaires des minima sociaux et faire l'avance, parce qu'on fait l'avance d'un billet de train, alors que dans le taxi, on met la carte vitale dans le taxi, c'est beaucoup plus simple. Mais faire l'avance de 3-4 billets de train quand on est le 20 du mois et qu'on a le RSA, eh ben, c'est compliqué. Donc, on a beaucoup de familles qui se découragent et qui ne viennent pas aux consultations, alors que c'est très, très important pour leur enfant. Dans ces cas-là, les médecins nous appellent, on essaye de trouver des solutions, d'anticiper, de solliciter des associations. Enfin, on essaye que la contrainte du soin et la contrainte budgétaire puissent vraiment s'accorder. Et puis, vous allez me dire, ça, on a souvent le cas. Moi, c'est à peu près... on a beaucoup de familles qui viennent de très grandes banlieues, du fin fond du 77, donc c'est plus de 50 km, des embouteillages, et où est-ce qu'on gare la voiture? Le parking de Necker est trop petit, et où est-ce qu'on gare la voiture et comment on le paye? Ça rejoint ma question. Il y a quand même un reste à charge qui est assez récurrent, hein. Si vous venez 4 fois en 2 mois à Necker et que vous avez, je ne sais pas moi, 4 fois... 50 € dans 2 mois de parking, ben, c'est un coût. Et ce coût, il n'est pas prévu ni par l'assurance maladie, alors peut-être par la MDPH, donc bien garder les tickets. On reviendra après sur les questions. On pourrait peut-être faire une demande à l'assurance maladie dans le cadre des aides exceptionnelles ou à la mutuelle, ou à des associations qui soutiennent les familles qui ont des enfants malades. Ça, je reviendrai à la fin. Non, ça, c'est ma slide sur le transport. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-on avoir une prescription médicale pour se rendre chez son dentiste ou chez l'orthodontie? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, par exemple, si vous avez une ALD non exonérante, mais que dans la non-exonération, ils vont prendre les frais de transport, vous serez en ALD pour effectivement le dentiste ou l'orthodontiste. Oui, tout à fait. Pour rendez-vous en consultation au centre de référence maladie rare, il faut une lettre du médecin du centre de référence. Non, pas spécialement, mais en revanche, dans la prescription médicale de transport, il y a un petit onglet en bas, centre de référence maladie rare, que le médecin coche, et il peut ajouter le centre de compétences situé dans la région ne peut pas prendre en charge ce type de chirurgie ou ce type de plan, ce type de consultation. Celle-ci doit se faire absolument dans le centre de référence, donc il suffit de rajouter vraiment 2 lignes. Et le médecin conseil, normalement, accepte. Et s'il refuse, on peut écrire un courrier expliquant que le centre de Dijon n'est pas compétent pour tel type de consultation. Les associations de maladies peuvent-elles joindre un courrier destiné au médecin conseil pour demander une ALD? Moi, je trouve qu'il faut quand même un peu la validation, l'estampillage de la filière d'un médecin, de confrère à confrère, ça marche mieux quand même. C'est ce que... voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que je peux juste te donner une petite info, comme ça peut peut-être servir à d'autres, je ne sais pas. Personnellement, j'habite dans le 91, donc je vais régulièrement à Paris, à Rothschild, et de temps en temps à Necker. J'ai la chance d'habiter dans le 91 et d'aller dans le 75. Je roule en véhicule électrique. Il faut savoir que les frais de parking sur les stationnements payants de la ville de Paris, quand on déclare sa plaque, c'est gratuit. Je suis bien d'accord que les voitures électriques ne sont pas à la portée de tout le monde, mais ça peut être une information. Oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il suffit juste d'aller sur le site de la mairie, de déclarer sa plaque du moment qu'on habite en Île-de-France. Et en fait, du coup, les stationnements d'habitude qui sont payants, là, sont gratuits pendant 6 heures. Donc, ça peut servir.
Après, moi, je ne devrais pas faire de pub, mais moi, j'ai beaucoup de familles qui m'ont donné l'info, qui utilisent l'application ZenPark. C'est un peu l'appli, le low cost du parking. En fait, c'est des gens, que ce soit des privés ou des parkings type Vinci, dès qu'ils ont de la place, ils mettent la place en ligne. Et du coup, les tarifs sont quand même beaucoup moins chers qu'une place Vinci habituelle. Voilà, c'est moitié moins cher. Donc, pour les parents qui vont rester tout le temps d'une hospitalisation, qui vont rester 5 jours, c'est bon à savoir, ou toute la journée. J'ai fait un petit focus sur le congé de présence parentale, que moi, en tant qu'assistante sociale en Maxello, je pratique beaucoup avec les familles. Donc, c'est une allocation dédiée aux parents d'enfants malades de moins de 20 ans qui ont besoin d'une présence soutenue. Cette notion de présence soutenue et de soins contraignants, donc ça, c'est le principal à retenir, suite à une maladie ou un handicap ou un accident d'une particulière gravité. Donc, pour cela, le parent cesse temporairement ou partiellement son activité pour rester auprès de l'enfant. Donc, la personne, le parent, où il travaille, où il était en congé maternité, ou c'est un travailleur non salarié ou un chômeur indemnisé. En gros, il faut avoir cotisé ou il faut cotiser et avoir donc un enfant à sa charge effective et permanente. Donc, ça permet d'avoir 310 jours ouvrés par enfant et par maladie pendant une durée de 3 ans maximum. Donc, ça fait 14 mois consécutifs si on prend les fameux 22 jours. Ça peut être pris en une ou plusieurs fois par demi-journée. Et c'est renouvelable si les soins soutenus doivent être poursuivis depuis la loi du 8 mars 2019. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un peu une allocation à la carte. Quelquefois, on a des couples qui ont 2 postes hyper importants et le papa va décider de prendre un congé parental pendant 1 mois et puis après, c'est la maman ou une semaine. C'est créé pour tout type de maladie. On a des parents qui la prennent parce que l'enfant est dialysé 3 demi-journées par semaine. Nous, dans le cas de Défente, des parents qui, à l'issue du congé maternité jusqu'à la première chirurgie, donc jusqu'aux 6 mois de l'enfant, vont prendre ce congé de présence parentale. Ils peuvent également le poursuivre parce qu'il y a des conformateurs, parce qu'il y a des problèmes il y a toujours ces soins contraignants de conformateurs. Les nounous ne veulent pas gérer le conformateur. Il y a encore un palais ouvert avec des difficultés d'alimentation, des biberons et des repas plus longs. Donc voilà, on a aussi des pathologies plus complexes. Ça peut être une pathologie beaucoup plus complexe dans le cadre de la filière où il n'y a aucune prise en charge possible en crèche ou en collectivité et les parents ne veulent pas non plus, parce que c'est une garantie de l'emploi, donc les parents ne veulent pas veulent retrouver leur poste après et vont prendre 1 an, voire 2 ans, puisque c'est possible depuis la loi du 8 mars 2019, quand les soins contraignants perdurent pour la même pathologie, on peut avoir à nouveau 310 allocations journalières. Donc, comment faire? Donc, en fait, moi, j'ai appris un truc qui est compliqué aujourd'hui. J'ai eu pas mal de problèmes avec la caisse d'allocation familiale. Donc, le congé de présence parentale, c'est un congé qui est inscrit dans le droit du travail. Donc, il faut en informer l'employeur. Si on est travailleur indépendant, on va déclarer ça au RSI ou à l'URSSAF pour dire qu'on ne va pas travailler pendant 6 mois. Ou si on est chômeur, on va déclarer au Pôle emploi qu'on ne va pas rechercher d'emploi. Ça, il faut l'écrire. On a des courriers types que les parents personnalisent, qu'on peut mettre sur le site de la filière sans aucun problème. Les parents doivent l'envoyer en recommandé 15 jours avant la date souhaitée. Et en fait, moi, ce que j'ai su, c'est que la caisse d'allocation familiale souhaite qu'on l'envoie, pour leur dossier à eux, ils souhaitent qu'on mette la date du début du congé, c'est le 1er du mois. Le 1er du mois civil, 1er mai, 1er juin, 1er juillet, etc. Parce que eux vont envoyer une attestation mensuelle à la famille à remplir par l'employeur pour dire quel jour il a travaillé et pas travaillé. Et ces attestations mensuelles marchent par mois civil. Donc, on va toujours demander
du 1er mai pour une période de 6 mois. On peut même être plus large, pour du 1er mai pour une période de 8 mois, même si on n'a pas besoin de 8 mois, on n'a pas envie de faire de paperasse, on recommencera à travailler plus tôt, mais du coup, on peut être un petit peu plus large. Donc, on envoie cette demande, donc un certificat médical non détaillé, avec la lettre recommandée, oui, ou remise en main propre contre décharge. Bref, on va plutôt parler de ce recommandé. Et donc, le médecin atteste qu'il y a des soins soutenus et contraignants. Alors, quand on prend par journée, donc ça arrive qu'on ouvre un congé de présence parentale pour 8 mois, pour 2 interventions et des consultes post-opératoires, il faut bien prévenir l'employeur au moins 48 heures à l'avance du jour où on va s'absenter du travail. On envoie le formulaire à la CAF qui fait 4 pages, où là, le médecin décrit les soins contraignants et la CAF envoie chaque mois donc, cette fameuse déclaration mensuelle à la famille qui le fait remplir par l'employeur pour certifier les jours non travaillés. Si on souhaite reprendre le travail plus tôt, il faut envoyer une demande de reprise au moins 1 mois avant la date de reprise en courrier, pareil, recommandé avec accusé de réception. Donc ça peut vous paraître un petit peu complexe. Je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, moi ce que je fais avec mes médecins, j'envoie, une fois que j'ai fait l'entretien téléphonique avec les familles pour savoir de quoi ils ont besoin, savoir comment, leur expliquer comment ça fonctionne, je leur envoie un mail récapitulatif avec la lettre employeur à personnaliser. J'envoie les 2 certificats au médecin et au secrétariat du médecin en remettant bien les dates, donc du 1er juin, etc. Et je leur mets un petit récapitulatif. Vous allez recevoir une attestation mensuelle, pensez bien ci, pensez bien ça. Et après, on fonctionne un petit peu par mail s'il y a des couacs. Sur le montant, c'est 60 € par jour. Donc, ça peut être, c'est pour un compte allocataire. C'est-à-dire que même si le papa il a un emprunt des congés parentaux, les 2 parents on peut prendre tous les 2 un congé parental. L'employeur est obligé de l'accepter, mais en revanche, il n'y aura qu'une allocation pour le couple. Donc, ça varie entre 1 200 € à 1 300 €, puisque c'est 60 € par jour sur 22 jours. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant que le congé parental classique qui est d'environ entre 450 et 500 €. Alors, j'ai des familles un petit peu filous qui me disent « Ah là là, mais est-ce que le médecin peut me renouveler mon congé de présence parentale alors qu'il n'y a plus de soins contraignants, il n'y a plus de conformateurs, il n'y a plus d'orthèse, la prochaine consultation est dans 1 an. » Et là, non, c'est pas, même si c'est un peu un congé à la carte qui semble un peu facile, il ne faut pas demander au médecin de faire défaut parce qu'il faut vraiment qu'il justifie de soins contraignants. Alors, il y a un cas intéressant, peut-être que ça va susciter des questions chez vous. Il y a des familles qui m'ont demandé « Est-ce que je peux avoir un congé de présence parentale parce que j'ai l'orthodontie et l'orthophonie ?» Et là, c'est une vraie question. Parce que quel enfant aujourd'hui n'a pas d'orthophonie et d'orthodontie? Oui, l'orthodontie, c'est 1 fois par mois. Oui, l'orthophonie, c'est 1 fois par semaine. Ces cabinets sont pleins. Ce n'est pas forcément le mercredi. Ce n'est pas forcément le soir. Ça peut être sur des temps de journée. Je pose la question. Enfin, pour moi, ce n'est pas suffisamment contraignant parce qu'aujourd'hui, sinon, tous les enfants, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants TDAH, il y a beaucoup d'enfants 10, il y a beaucoup d'enfants avec de l'orthophonie. Pour moi, selon moi, je ne considère pas ça contraignant et soutenu. Pour moi, c'est le risque inhérent au fait d'avoir des enfants finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, bon, à savoir aussi,
Il existe un complément que la CAF peut vous attribuer de 114 € par mois. Si vous avez des frais non remboursés, donc on peut mettre justement les parkings, les crèmes cicatrisantes, que sais-je. Si les ressources du couple ne dépassent pas 35 900 € par an au sens de l'impôt. Donc 35 900 €, ça va vite. Et en même temps, aujourd'hui, on a pas mal de familles monoparentales avec un seul salaire qui rentrent complètement dans ces 35 900 € par an et qui vont avoir ce complément de 114 € qui est très utile pour justement tout ce qui reste non remboursé. Voilà, ça c'est pour le congé de présence parentale. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Juste une remarque, là, ce que vous avez comparé avec les autres enfants, je trouve que ce n'est pas tout à fait juste de comparer parce que dans une maladie rare, il y a d'autres symptômes, il y a d'autres manifestations, du moins de ce que je connais. Et donc, pour moi, ça n'est pas du tout comparable. C'est plus lourd à gérer que si on a que juste l'orthodontie et l'orthophonie. Il n'y a pas que ça. Il y a les autres problèmes de la maladie et donc c'est beaucoup plus lourd pour moi. Voilà. Mais vous avez raison parce que moi, je pense que ça doit pas être ça doit pas être seulement les critères. Il y a des familles qui n'ont que pendant une tranche d'âge, pendant 4 ans, ils n'auront que mais moi, je vous parle de la plupart des fentes que je connais en maxillo, mais c'est à vous d'apporter justement tout ce qu'il y a de tous les aspects complémentaires de la pathologie. Si on a de l'orthodontie et de l'orthophonie régulièrement et qu'il n'y a qu'une consultation avec un chirurgien une fois par an, et qu'on est un couple et qu'on a 2 salaires et que voilà, est-ce que c'est contraignant? En revanche, là, vous voyez, j'ai une situation, et on en aura beaucoup plus, et je pense que vous en avez beaucoup plus parmi vos adhérents, ce sont des familles monoparentales. Aujourd'hui, ça constitue, je ne sais plus combien, mais à peu près plus de 30% des familles aujourd'hui, et un parent qui est seul, qui fait un métier ouvrier, qui n'a pas de RTT. Comment fait-il pour, là j'ai eu le cas, j'ai un papa, qui a de l'orthophonie, de l'orthodontie, les réunions à l'école, les réunions à l'équerre. Qu'est-ce qu'il a d'autre? L'enfant a un gros retard de langage et de socialisation. Ce serait bien qu'il fasse partie de petits groupes en CMPP. Et là, on se dit pour cet homme-là, qui dit, moi je commence à 7 h du matin, je suis ouvrier, je n'ai pas de RTT, comment fais-je pour assumer tous ces rendez-vous? Pour lui, mais bien sûr qu'on va faire un projet de présence parentale. C'est évident. Donc, je vous ai fait un peu réagir. C'est bien. Je suis contente. Il n'y a pas que ça, il y a la situation familiale, il y a plein de choses. Il y a un commentaire dans le chat. Est-ce que vous voulez vous exprimer, Madame Béraud, parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre votre remarque. Oui, en fait, ça va un peu dans le sens de ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que orthodontie et orthophonie, si ça appartient à l'affection de longue durée et si c'est une maladie rare, je pense qu'il y a concomitance de la justification. Mais c'est sûr que si les familles monoparentales ne sont pas aidées du tout, elles sont prioritaires. Mais bon. Il y a quand même absence réitérée du parent accompagnant. Il y a quand même des difficultés qui sont portées par la famille dans les soins récurrents, même s'ils ne sont pas des soins qui justifieraient. Pour moi, ça justifie. Oui, mais je crois que vous avez raison. Il faut... Dans la logique du médecin conseil, parce que c'est le médecin conseil qui décide d'un congé de présence parentale, enfin de l'allocation qui va avec, dans sa logique, c'est la récurrence des soins. Donc, dans le formulaire de la caisse d'allocation familiale, il y a les chirurgies.
les consultations, les rééducations, et il y a marqué autres soins contraignants. Donc c'est ça, il faut vraiment que quand on remplit, quand on demande un congé de présence parentale à un médecin, il faut bien lui expliquer les contraintes et les soins soutenus en fait. C'est vraiment, il faut vraiment dialoguer avec le médecin qui va remplir le formulaire. Du coup, je vais passer. Alors, il y avait des questions sur la MDPH. Il y a une question qui est un même traitement des dossiers, quel que soit le département, des délais infiniment plus rapides dans toutes les MDPH. Question récurrente. Donc, les gens ne comprennent pas donc l'inégalité de traitement d'une région à une autre et la lourdeur du processus. Alors, vous avez entièrement raison. Ça, je ne peux que le constater depuis que je travaille à Necker, hein, que ce soit en génétique ou en chirurgie maxillofaciale. Il faut savoir que ce qui est horrible, c'est un peu pessimiste hein, ce que je vais vous dire, c'est que alors déjà les MDPH deviennent les maisons du droit et de l'autonomie. Elles ont fusionné. Donc la maison des personnes handicapées, la maison des personnes âgées ont fusionné. Donc c'est une seule et même maison, alors qu'en 2005 c'était pas le cas. Et que, du coup, ils organisent des commissions pluridisciplinaires où les personnes qui vont siéger à ces commissions pluridisciplinaires viennent autant du milieu du handicap que de la personne âgée. Donc, quelquefois, il n'y a que la personne âgée, l'enfant handicapé, ils n'y connaissent rien. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment l'objectif de mutualiser les moyens, les locaux, le personnel, les commissions. Donc ça, c'est mauvais pour les maladies rares, pour les enfants handicapés. C'est pas un bon signe. Pourquoi donc ça, c'est les raisons pour lesquelles vous allez avoir des différences de traitement si vous avez une commission ou ce sont des représentants des personnes âgées. Bon courage pour avoir un bon plan de compensation. Ça, je vous le dis tout de suite. Et puis, il y a 3 types d'organisations différentes au sein des MDPH. Je ne pourrais pas vous les redire, mais du coup, du fait de ces organisations très différentes, d'organisation de commissions, d'organisation même dans le pilotage et les instances, quand il y a des organisations différentes, du coup, les réponses ne sont pas les mêmes. Pour tout cela, il faudrait vraiment, je pense, inviter quelqu'un de la CNSA, finalement, la Caisse nationale de l'autonomie, qui pourrait vous expliquer plus en détail le fonctionnement d'une MDA, d'une MDPH, des commissions et des différents types d'organisations. En revanche, ce que je peux vous dire, vous donner un ordre d'idée, c'est les chiffres. Les chiffres en France, c'est 4,5 millions de demandes à la MDPH par an. Donc voilà, on est environ 66 millions d'habitants en France. Ça fait 46 000 par département, donc 46 000 par an pour une maison départementale des personnes handicapées, et ça équivaut à 3 860 dossiers par mois, en sachant qu'il y a 1 à 2 commissions par mois. On peut donc faire l'hypothèse de la façon dont sont traités les dossiers. J'ai l'impression que c'est un peu une mission impossible avec très peu de moyens donnés en termes de personnel, et de commissions et de moyens pour les MDPH. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée au niveau du flux. Ensuite, moi, je ne peux pas vous dire comment fonctionne la MDPH. Comme de toute façon, les départements, c'est décentralisé, que les départements mettent plus ou moins de moyens dans le handicap ou dans l'autonomie des personnes âgées, ça varie en fonction effectivement des moyens qui sont donnés à la MDPH, du nombre de personnel et de personnes qui vont répondre au téléphone et lire les dossiers. Je peux donner tout ce que je peux dire à titre d'exemple. C'est que Paris est une vitrine nationale, que ce soit en termes de politique familiale, de politique du handicap, de politique de la solidarité, de lutte contre les exclusions. Et bien sûr, la MDPH de Paris est beaucoup plus riche que la MDPH du 93. Donc, la MDPH de Paris va répondre beaucoup plus vite
est mieux parce qu'elle a plus de personnel, paramédicaux, médicaux, et il y a beaucoup plus de commissions que dans d'autres départements. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de différence de traitement des dossiers. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la MDPH, elle évalue un taux d'incapacité. C'est son premier, quand elle voit un dossier, son objectif, c'est d'évaluer un taux d'incapacité pour savoir quel va être le plan de compensation et quels vont être les droits qui vont être possibles d'ouvrir. Donc, ce taux d'incapacité, si vous êtes en dessous de 50, vous n'avez droit déjà à rien. Vous avez droit à aucune allocation, ni à aucune carte à mobilité. Vous avez droit peut-être à une orientation en service de soins à domicile. Vous avez droit à une aide humaine à l'école. Donc, plutôt l'aspect rééducatif ou scolaire. Mais en dessous de 50, vous n'avez droit à rien. Entre 50 et 80, vous avez droit à une allocation, une orientation en établissement spécialisé. Et au-delà de 80%, vous avez le droit à une demi-part d'invalidité supplémentaire, plus un plus grand plan de compensation. Et alors, du coup, les MDPH se basent sur un guide barème de 2007. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est le guide barème du Code d'action sociale et de la famille. Vous pouvez vous amuser à le regarder sur Internet. Je trouve ça particulièrement particulier comme guide barème. Et quand vous le regardez, ce guide barème, vous pouvez vous apercevoir que les MDPH ont une large marge de manœuvre pour vous admettre en dessous ou au-delà de 50%. On va bien voir, ils savent très bien les moyens qu'ils ont pour accorder ou refuser. Donc, bien sûr, ce n'est pas le diagnostic qui compte. Avant 2007, c'était comme ça, c'était le diagnostic. Avant 2007, on avait une anomalie chromosomique et on avait tout de suite 80%, même si cette anomalie n'avait pas beaucoup d'impact au quotidien. Aujourd'hui, c'est l'altération, la déficience, le désavantage et son retentissement dans la vie. Et ce n'est pas du tout le diagnostic. Donc, bien entendu, quand on réalise un dossier MDPH, il faudra bien décrire dans le projet de vie, puisqu'il n'y a pas de case pour ça dans le dossier MDPH. C'est assez malin, mais c'est vous qui allez l'écrire dans le projet de vie. L'altération, la déficience, le désavantage, le retentissement. Alors, qu'est-ce que le désavantage? Le désavantage, c'est par exemple ne pas savoir faire des lacets à l'âge de 10 ans, alors que tous les enfants le font à 7 ans. Le désavantage, c'est d'avoir des gros troubles de l'élocution et de ne pas pouvoir se faire comprendre alors qu'on a 7 ou 8 ans. Donc voilà, donc ce taux d'incapacité, c'est la première... c'est la première démarche de la MDPH. Et je vous invite vraiment à aller voir ce guide barème. C'est assez curieux. Ensuite, l'équipe pluridisciplinaire, elle va élaborer, du coup, une fois qu'elle a défini le taux d'incapacité, elle va élaborer un plan de compensation grâce à son guide d'évaluation qui s'appelle le GEVA, qui fait 42 pages. Donc, le dossier MDPH, il fait 20 pages et on ne remplit pas tout. Mais le GEVA, on va cocher des cas sur où en est l'enfant au niveau scolaire, où en est l'enfant au niveau autonomie, où en est l'enfant dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Donc, ce document, normalement, il est opposable à tous les départements. Donc, les MDPH devraient tous s'en servir et le remplir vraiment à l'identique. Après, je sais que l'utilisation, c'est ce que a pu me dire une fois la CNSA, c'est que son utilisation par les MDPH reste très hétérogène et partielle. Et donc ça, c'est la CNSA qui le rapporte dans un rapport. Je vous invite aussi à d'aller sur le site de la CNSA, où il y a beaucoup de rapports sur les MDPH, des rapports annuels sur le fonctionnement des MDPH. Si vous êtes suffisamment curieux pour aller chercher sur ce site internet qui n'est pas facile, mais voilà, c'est toujours très intéressant. Après,
va regarder le guide barème, le GEVASCO, le guide le site de la CNSA, faut être motivé, faut être motivé, faut être cortiqué. Bon voilà, moi j'ai eu l'occasion de le faire dans le cadre de ma profession, mais tout ce que je peux ce qui pourrait davantage vous aider, c'est que je vous explique un peu comment remplir un dossier MDPH, que ce soit le certificat ou toute la partie administrative et familiale. Alors déjà, quel est le médecin qui va remplir le certificat? C'est le médecin qui connaît bien l'enfant. C'est le médecin qui connaît bien l'enfant, qui l'a vu il n'y a pas très longtemps. C'est un médecin à qui il va falloir expliquer ce que vous demandez. C'est-à-dire que moi, mes chirurgiens me disent, tiens, on me demande un dossier MDPH, mais je ne sais pas pourquoi. Ah ben oui, on ne remplit pas pareil. Si on demande une aide humaine à l'école, si on demande une allocation, si on demande une orientation, un ULIS ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, c'est très important si vous demandez au médecin un certificat MDPH, c'est de bien lui expliquer le projet pour l'enfant. Donc, voilà. Après, le certificat médical, c'est un certificat qui fait 8 pages, qui va demander du temps au médecin. Je dis ça parce que c'est important d'avoir un peu de l'empathie pour nos médecins spécialistes et hospitaliers qui ont leur emploi du temps, alors, surtout les chirurgiens. Les chirurgiens, c'est des consultations à la chaîne de 20 minutes, c'est des journées de bloc. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont à peu près 2 demi-journées pour faire leur paperasse, où on leur demande de coder tous leurs actes sur différents... je vais pas vous... Enfin, c'est pas pour les plaindre, mais vraiment le rythme hospitalier est très intense et remplir un certificat MDPH, c'est à minima pour un médecin 30 minutes. Donc voilà, s'il met du temps à vous le remettre, c'est que c'est vraiment normal. Et le mieux, limite, ce serait si même de lui demander peut-être une consultation dédiée à cela, le faire en consultation pour bien remplir, qu'il ait l'enfant sous les yeux et qu'il puisse bien avoir tout sous les yeux pour le remplir le mieux possible. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est très important. Et puis pour vous, c'est de bien remplir le projet de vie. Parce que le dossier MDPH, on va cocher des cases. Oui, l'autonome pour prendre les transports, non. Bon. Ça ne permet pas à la commission pluridisciplinaire de se faire une vraie carte postale de ce que vous vivez avec votre enfant tous les jours, de ce qu'il vit tous les jours, lui, à l'école et dans sa vie d'enfant. Donc, de bien prendre le temps de rédiger un projet de vie sur papier libre, peut-être rédigé sur l'ordinateur, où on va décrire un emploi du temps, on va décrire la situation familiale, la fratrie, l'éloignement, le soutien familial, les projets, l'école, l'autonomie, les besoins d'accompagnement au quotidien, ça peut être la durée des repas, la durée du coucher, etc., etc. Donc, on a créé à Necker, dans le cadre de l'espace maladie rare, avec l'aide de Christelle Nourricier, que vous devez connaître, qui, c'est grâce à elle qu'on a eu les plans maladies rares, qui a siégé aussi dans une MDPH, créer un tuto pour bien remplir le projet de vie. Donc, je vous ai mis le lien YouTube pour bien comprendre ce qu'attend la MDPH, pour les éléments qu'ils attendent pour décider un plan de compensation qui correspondra à vos besoins. Et ne pas hésiter, si vous avez l'occasion, c'est de le remplir avec un professionnel, donc une assistante sociale, un rééducateur qui vous aidera à prendre le recul sur les actes de la vie quotidienne, sur la notion de désavantage, avec un travailleur social qui connaîtra bien aussi le fonctionnement de votre MDPH. Ça peut être une assistante sociale en CAMS, en CESAD, dans un service hospitalier. Et puis, si vous n'en avez pas à proximité de chez vous, moi, je fais beaucoup de guidance par téléphone, en fait, parce que les familles habitent loin. Donc, on ne va pas faire 80 km pour un rendez-vous avec une assistante sociale. Je fais beaucoup de guidance par téléphone. On se met en visio, on fait ça. On le reprend à plusieurs reprises, une fois le projet de vie, une fois le dossier, pour bien remplir le dossier MDPH et envoyer un dossier très, très complet. Puisque dans vos questions, c'est les délais. Donc, les délais, il n'y a pas de délai dans la réglementation.
Normalement, c'est 4 mois. Je ne sais pas même s'il y a vraiment... je vous dis ça, mais je ne sais même pas s'il y a un délai maximum, si c'est 4 mois ou 6 mois. Après, ça dépend des moyens qui sont mis au sein de MDPH. Si c'est Paris, ça va être 4 mois. Si c'est 93, c'est 1 an. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être cocher en début de dossier ma situation, j'arrive en bout de mes droits, ou si c'est pour demander une aide à l'école, dire que c'est pour la rentrée qui est en septembre et que septembre, c'est dans 2 mois, donc vous cochez la case procédure simplifiée. Ça, c'est tout à fait possible, mais malheureusement, c'est vraiment très, très long. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour la MDPH. Est-ce qu'il y a des questions sur la MDPH? Il y avait des commentaires. Il y avait des commentaires. On conseille aux malades d'envoyer une fiche handicap Orphanet avec leur demande MDPH. Bah oui, moi je trouve que les fiches Orphanet au grand public, elles sont super. Elles sont super. Et même moi, j'invite aussi les patients à mettre, si c'est des enfants et que c'est des demandes liées à la scolarité, de mettre la fiche tous à l'école, s'il y en a une. Ça peut être la fiche tous à l'école retard de langage, ça peut être un problème ophtalmo. Enfin, regardez, je vous invite vraiment à regarder ce site tous à l'école. Et il y a des fiches sur les élèves à besoins particuliers. Moi, je trouve ça très bien. Et peut-être que les MDPH n'auront pas le temps de le lire. Mais voilà, comme de toute façon, ils ne prendront pas leur téléphone pour appeler le médecin du centre de référence. Je trouve ça pas mal, moi. Et RQTH permet une retraite anticipée. Alors là, moi, je travaille en pédiatrie et alors, je suis nulle sur le droit des adultes, mais complètement nulle. Et en fait, ça, il ne faut pas me demander à moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, certaines mutuelles versent une allocation handicap quand on a un dossier LDPH avec un taux. Oui, certaines mutuelles. Il y a même aussi certaines villes dans le cadre de des aides facultatives. La mairie de Paris a une allocation supplémentaire pour les personnes handicapées dans le cadre de sa politique facultative dédiée aux personnes handicapées. Tout à fait. Et puis après, on peut peut-être faire un focus, si vous le souhaitez, sur, il ne faut pas oublier les aides, les secours de l'assurance maladie et des mutuelles. Alors, l'assurance maladie, on oublie souvent l'assurance maladie, mais dans chaque région, en fait, c'est pas l'assurance maladie nationale, mais c'est les régions. Les caisses régionales d'assurance maladie ont pour vocation de mettre en place une action sociale en faveur des assurés. Et il y a la même chose au sein des MSA ou d'autres caisses. Donc, la caisse régionale met à disposition des assurés un service social, donc des assistantes sociales, qui sont dans vos bureaux d'assurance maladie de proximité. On peut prendre rendez-vous en contactant via Amélie, on peut prendre rendez-vous. Et je vous conseille d'aller prendre rendez-vous parce qu'elles vont être bien plus efficaces et expertes que moi, assistante sociale à l'hôpital. Et l'assistante sociale va vous expliquer dans quel cadre on peut demander un secours. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on peut demander un secours lorsque il y a... Ah oui, je vais me voir comme ça, c'est bien. On peut demander un secours pour des frais non remboursés ou mal remboursés ou des pertes de salaire. Ça peut être perte de salaire, ça peut être de l'orthodontie, ça peut être des crèmes, ça peut être des implants, ça peut être de l'ophtalmo. Mais il faut que la demande en soit en état de devis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir payé. C'est-à-dire que quand vous allez faire un devis chez l'implantologue ou l'orthodontiste, vite, vous remplissez le formulaire d'aide de secours qui est disponible Internet, mais le mieux, c'est quand même d'avoir l'aide d'une assistante sociale parce qu'elle pourra vous renseigner combien vous pouvez demander. Si vous demandez 300 €, vous avez une réponse dans les 45 jours. C'est plus facile, il n'y a pas de commission. Vous avez un oui et un non.
Et si vous pouvez demander à hauteur de 1 000 € pour des frais super importants, mais là, ça passe en commission. Il faut un rapport social de l'assistante sociale de la Sécu, et puis elle va vous donner conseil, en fait. Alors que moi, je ne suis pas dans ces commissions, alors qu'elles y participent. Elles vont pouvoir vous donner tout un tas de conseils intéressants que moi, je ne pourrais pas vous donner, mais en tout cas, ça existe. Et idem, en fonction des garanties que vous prenez auprès de votre mutuelle et en fonction des mutuelles, vous avez des secours aussi possibles. Mais là, ces secours vont intervenir une fois que c'est sur facturalité. Donc ça, c'est hyper intéressant vraiment pour tout ce qui est implantologie et orthodontie. Et les lunettes, bien entendu. Voilà. Par rapport à une demande de prise en charge pour une aide humaine, quand on accorde, on a eu un accord pour 10 ans pour une aide humaine et qu'on renouvelle la demande qui est accordée pour le même taux horaire, mais par contre, ils vous renvoient la demande en vous disant qu'ils ne prennent pas en charge les frais. Donc, ils vous accordent d'un côté l'aide humaine, mais de l'autre côté, ils ne payent pas. Donc, quel recours on peut avoir et comment ils calculent J'ai pas compris, ils vous l'accordent, mais ils ne vous la payent pas. Oui, c'est ça. En fait, c'était pour mon cas, j'ai fait un renouvellement d'aide humaine. Et donc, j'ai eu le droit. Donc, ils m'ont accordé 30 heures par mois, on va dire. Et après cette lettre, j'ai eu 2 jours après, donc la MDPH et le conseil départemental, voilà, comme quoi ils ne me payaient plus en fait le taux horaire, ils ne donnaient plus rien. J'avais 0 en fait. Et vous avez renvoyé vos justificatifs d'aide à domicile? Ben oui, j'avais tout renvoyé, j'avais mis les papiers, ils étaient au courant de tout. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a rien qui avait changé. Alors, je me demande, est-ce qu'ils prennent maintenant en charge d'autres revenus? Enfin, moi, je n'ai pas d'autres revenus que ce que j'ai déclaré. Donc, là, moi, j'ai fait appel, mais je ne comprends pas trop leur... d'un côté, ils vous accordent l'aide, et de l'autre côté, ils ne vous donnent pas d'argent. Donc, c'est à vous de payer. Donc, faites ce que vous voulez. C'est étrange parce qu'en fait, l'aide humaine, c'est pas en fonction de votre moyen, mais de votre taux d'incapacité, de votre besoin d'aide humaine. C'est ça, je suis à plus de 80% d'invalidité et je suis en 3e catégorie, donc je ne comprends pas trop comment... Parce que il faut justifier que vous aviez bien payé une association d'aide humaine, mais c'est tout. Hein, Mais oui, j'ai une association et donc elle a été payée jusqu'au mois de février. Depuis février, elle ne la paye plus, donc c'est moi qui paye. Elle a eu un courrier comme quoi je n'étais plus pris en charge. Donc je ne comprends pas, d'un côté... ça vaudrait le coup de vous renseigner auprès d'une association départementale type si vous avez l'APF dans votre département. Oui. Et de leur demander, parce que eux, ils siègent dans les MDPH, ils peuvent vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre MDPH. Ah oui. Il ne faut pas hésiter à solliciter des associations départementales qui siègent au sein des MDPH. Ça peut être l'UDAPI, l'association des paralysés de France, que sais-je, mais eux, ils vont pouvoir vous expliquer. D'accord. Voilà. Moi, j'ai une remarque et question. La remarque par rapport à ce que vous disiez sur les mutuelles, j'ai travaillé pendant longtemps dans un service social, dans une caisse de retraite qui fait accessoirement aussi plus communément ce qu'on appelle mutuelle. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a des aides possibles complètes. Alors, pas partout, hein, bien sûr, mais les caisses de retraite déjà peuvent aider. La mutuelle peut aider aussi, sous condition de ressources la plupart du temps. Mais voilà. Alors, par contre, je mets un petit bémol. C'est souvent sur devis d'abord pour pouvoir l'étude du dossier. Et après, en effet, le paiement est fait sur une fois que vous avez acquitté les frais. Et donc, c'est remboursement sur facture. Mais le dossier se fait quand même beaucoup sur devis également. Et vous pouvez aussi, si vous avez des grosses entreprises, ne pas oublier les CSE ou les comités, enfin ce qu'on appelait avant les comités d'entreprise, qui s'appellent les CSE. Il y a des fonds sociaux souvent qui peuvent être donnés comme ça, de l'argent qui peut être donné aussi. Voilà, ça c'était mon côté travailleur social un peu qui ressort.
Moi, j'avais une question plutôt par rapport à la MDPH. Est-ce que c'est intéressant de déposer une demande pour des enfants qui sont scolarisés pour avoir une adaptation au niveau de l'école, en fait, par rapport à l'absence éventuellement? Parce que je sais qu'il existe je crois que ça s'appelle le PAP, le plan, je sais pas, d'adaptation de, je sais pas quoi, à l'école, où ils peuvent avoir, quand ils ont des difficultés, par exemple, ils peuvent avoir plus d'heures pour faire des contrôles ou des choses comme ça. Mais moi, là, c'est plutôt, enfin, dans mon cas, moi, personnellement, c'est plutôt l'absence de ma fille au niveau des cours. J'ai beau avoir fait une déclaration au début d'année, ils ont mis ma fille dans une classe avec ses copines pour qu'on puisse rattraper les cours, mais il n'y a aucune adaptation par rapport à ses absences et tout ça. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, quand elle loupe les cours une après-midi complète tous les lundis enfin, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, ça entache quand même beaucoup son travail scolaire. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une reconnaissance de handicap à ce moment-là? Est-ce que ça va favoriser des choses ou pas? Non, en fait, il y a trois choses différentes au niveau de la scolarité. En gros, en moyen mémotechnique à retenir, c'est s'il y a des soins pendant les heures de classe, c'est un PAI. Si il y a des aménagements pédagogiques, c'est le PAP. Et on fera un PPS, donc un projet personnalisé de scolarisation, donc validé par l'enseignant référent et la MDPH, que finalement, si on demande des moyens, et des moyens coûteux, alors ça peut être un ordinateur, ça peut être une aide humaine, donc c'est dès qu'il y a des moyens coûteux, même une orientation en ULIS, etc., ça passera par l'enseignant référent, le PPS et la MDPH. Après, si c'est des aménagements pédagogiques, ce sera le PAP. Mais au moins, le fait de faire un PAP, ça permet moi je trouve, de s'asseour autour d'une table, d'avoir une réunion éducative où vous dites, moi, en tant que maman, les copines, ça ne me suffit pas, en fait. Et là, vous avez l'infirmière, le médecin, les enseignants, les pédagogues, et on discute autour de la table et on écrit, on rédige ce PAP. C'est une convention pour l'année, et du coup, ça permet à l'école de réfléchir un peu plus loin que les copines prennent les cours. D'accord. Ouais, donc vaut mieux que j'essaye de tabler plutôt sur ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'en école, jusque-là, mon école est primaire, c'était pas, voilà, il y avait qu'un seul prof. Elle arrivait, enfin, ils arrivaient tous à chaque fois. Enfin, je pense, je sais pas, je connais pas les autres maladies là autour, enfin, les autres associations, mais je pense que ce que je vis moi, il y a pas que moi qui dois le vivre. Et au sein de l'association, je sais que moi, dans notre association, je suis pas la seule à vivre ce que je vis. Et je me dis que jusqu'en primaire, souvent les profs arrivent quand même s'ils ont bien sûr beaucoup d'élèves, ils arrivent quand même à trouver un moyen de s'adapter, faire rattraper la leçon, faire plutôt un cours de sport quand l'élève est absent, quand c'est régulier, en fait, des choses comme ça. Quand on est sur un collège et sur des lycées, ils peuvent pas s'adapter, ils n'ont pas que cette classe-là, déjà, ils n'ont pas que cet élève-là, et c'est compliqué, quoi. Moi, je sais que... Voilà, donc je vais me pencher sur le PAP pour l'année prochaine, en fait. Faut absolument que je me penche là-dessus. En plus, ce que vous dites, c'est super important parce que la sixième, c'est une classe qui est super difficile. Il y a beaucoup plus de travail, il y a beaucoup d'adaptation. Il ne faut pas oublier sa carte de cantine, il faut s'adapter à tous les profs différents. Il y a une charge de travail plus importante. Et et en plus, il y a la petite puberté qui pointe le bout de son nez. Ouais. Et il faut vraiment discuter aussi avec votre enfant. Parce qu'il y a des jeunes au collège qui vont dire non mais moi je vais être comme tout le monde, donc en fait je ne veux surtout pas être fiché, donc l'adaptation, etc. j'en veux pas, je vais être comme les copains, comme les copines, donc faut être assez stratège et malin pour aider votre fille tout en ne la stigmatisant pas. En plus, donc ça va être une année où elle est particulièrement fatigable. Oui, elle a chopé 2 fois le Covid. Voilà, donc il faut bien voir avec votre fille, mais tiens, si on faisait ça, et puis penser aussi après on discutait, et puis après faire un retour à votre fille et voir ce qu'elle accepte. Hein. On a plein d'ados qui n'acceptent rien du tout. Hein. Et du coup, éventuellement, par exemple, là, le fait dans le PAP, ce qui peut être mis en place, par exemple, c'est des cours de rattrapage à d'autres moments, parce que c'est vrai que on rattrape les cours, on nous les donne, on nous donne la leçon, mais moi, je suis pas prof, c'est pas mon métier, j'essaye de lui expliquer
tant bien que mal. Je me dis, c'est encore la 6e, j'y arrive encore. Peut-être en 5e, 4e, ça va aller. Puis au-delà, à mon avis, je vais être perdue moi-même pour expliquer. Donc, est-ce que ça peut être dedans, justement, dans le PAP, ça, d'avoir un peu de soutien? Si vous avez des écoles qui sont un peu intelligentes et qui ont du bon sens, il y a des écoles qui font, surtout avec le Covid, en fait, ils font de la visio pour l'enfant qui n'est pas là, comme ça il peut regarder le cours. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, le soir ou pendant ses soins, elle peut écouter ce qui s'est dit à l'école. Et avec le Covid, il ne faut pas nous faire croire, mais les collèges ont les moyens, hein, ils ont tout ce qu'il faut pour faire participer le jeune en enregistrant le cours. Donc ça, c'est plutôt, il y a des écoles qui le font, il y a des collèges qui le font. Mais après, votre fille peut dire, non, mais moi, je ne veux surtout pas qu'on l'enregistre pour moi, je ne veux pas que tout le monde sache que c'est pour moi qu'on l'enregistre. Donc, vous voyez, ça réfléchir. Mais des cours de rattrapage, vous pouvez courir de chez courir. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, pour avoir de l'école à domicile, il faut que les enfants soient absents de l'école pour une période à minima de 15 jours. Et encore, quand on fait l'école à la maison, via le service d'accueil pédagogique, c'est 2 heures par semaine sur le bon vouloir des enseignants. Mais l'enregistrement, ça peut être une bonne idée. Après, il faut en discuter parce que les profs, il y en a qui vont avoir plus d'idées que d'autres. Il faut discuter, il faut réfléchir. Il faut que ça soit autour d'une table. Ok. Je vais me pencher là-dessus. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres mains. Pas une question, mais une remarque générale sur les MDPH, parce que depuis que je suis dans les filières, je n'entends parler que de ça et on tourne en rond. C'est pour ça que j'ai parlé de questions récurrentes. C'est un dispositif, on est devant un dispositif, on reconnaît, vous avez vous-même dit, ils n'ont pas de moyens. En plus, là, on va être fusionnés, ils sont fusionnés avec les MDA. Donc, c'est très négatif. Donc, il y a d'une région à l'autre, c'est hétérogène, c'est subjectif, c'est discrétionnaire. Enfin, il y a beaucoup de reproches, de critiques qu'on peut faire. Donc, on est devant ce dispositif. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de remettre, enfin, de poser, je pense aux filières en général, est-ce qu'il n'y aurait pas une démarche à faire? Parce que c'est une question vraiment qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je me dis, à l'ère de l'informatique, des connexions, etc., parce qu'ils n'ont pas le temps de traiter les dossiers, ils y consacrent 5 minutes et ils mettent des mois à examiner un dossier, vu la lenteur du flux, la lourdeur du processus. Est-ce que les maladies rares, ils ne peuvent pas avoir des liens informatiques, il fallait MDPH, appuyer sur un bouton, telle maladie, il y a un minimum de choses qui sont les mêmes pour tous les malades. On sait que si on ne transpire pas dans telle maladie, il faut de la clim, par exemple. Au-dessus, enfin, dans certaines régions, dans certaines zones géographiques, les gens demandent d'être équipés en climatisation, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas rationaliser pour accélérer et aussi mettre un peu plus de justice, parce que c'est quand même incroyable. Vous dites à Paris, si on a la chance d'être à Paris, on est vachement bien traité. Si on a la malchance d'aller ailleurs, et ben, donc les citoyens ne sont pas égaux devant ce dispositif. Moi, ça m'interpelle et je ne fais que traduire, que répercuter ce que je n'arrête pas d'entendre dans toutes les filières que je fréquente et les associations que je fréquente. Alors, demander à des gens qui ont, encore une fois, une maladie rare, c'est-à-dire c'est un fardeau assez terrible psychologiquement et matériellement, leur demander en plus de remplir, mais c'est fastidieux, de dire plein de petites choses, de noter ceci, cela, cela. Moi, je trouve ça... il y a des gens qui dépriment. Hein. Alors, soit on les renvoie devant les tribunaux, il y en a qui entendent des actions pour avoir la clim, il y en a qui ont... ils perdent, et puis la région, je ne sais pas, le député, je ne sais pas quoi, dit bon, je vais vous donner ça quand même. Je trouve que c'est bizarre qu'on accepte cette hétérogénéité. Il y a des éléments qui sont objectifs dans ces maladies, est-ce qu'on ne peut pas les répertorier? Et peut-être qu'on en aura moins, enfin, je dirais, on bénéficiera de moins de choses, mais ce dispositif, ce fonctionnement, je trouvais tellement aberrant et
hétérogène que je me demande s'il ne faudrait pas remettre en question. Alors, s'il n'y a pas moyen, dans les filières, d'avoir une démarche un peu globale pour... Voilà. Je ne fais que répercuter, je dis, tout ce que j'entends, ce sujet. Après, pour avoir travaillé même en région ou des choses comme ça, c'est certain que c'est très politique, mais les MDPH ne vont pas... l'angle maladie rare ne répond pas du tout à la mentalité du législateur de la loi de 2005. Mais alors, du tout. C'est vraiment des avantages, déficiences et altérations. C'est vraiment ça le mot d'ordre d'une MDPH. Donc, ils ont des maladies liées au vieillissement, ils ont des maladies chroniques, ils ont des maladies mentales, ils ont des maladies motrices. L'étiologie et la rareté, ils n'en ont rien à faire. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais ce n'est pas autant qu'il faut baisser les bras. Je pense qu'effectivement, là où la maladie rare peut apporter, c'est qu'effectivement, en tant qu'association, quand on a des grosses fédérations nationales comme Alliance Maladie Rare, qui, grâce à Alliance Maladie Rare, ont pu faire du lobbying auprès des politiciens pour créer un plan maladie rare, c'est magnifique. Et je pense que si on habite dans tel ou tel département où on voit, je ne sais pas si c'est un plan national, alors peut-être que c'est une politique nationale du handicap et de la solidarité qu'il faut revoir en ce début de quinquennat, je ne sais pas, mais est-ce que aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, je suis dans un département où les MDPH a des difficultés, est-ce que en tant qu'association de malades, avec mais je vous dis des fédérations, hein, maintenant Alliance Maladie Rare, ils ont des comités départementaux ou régionaux, peut-être avec le comité régional d'Alliance Maladie Rare, peut-être avec l'union départementale des personnes déficientes intellectuelles ou de la FM ou de machin, peut-être qu'au niveau départemental, on pourrait se fédérer pour améliorer notre propre MDPH. Ça dépend où on se situe, si on se situe à un niveau national ou à un niveau départemental, mais c'est une très bonne question. Mais au niveau national, l'angle d'attaque maladie rare ne fonctionnera jamais. Ou sinon, on s'est bien rendu compte, malgré les plans maladie rare, que les aspects MDPH dans les plans maladie rare, ce n'est pas forcément le bon angle d'attaque. Mais il y a des choses à faire, c'est-à-dire, on voit bien, les familles se sentent très seules face à un parcours du combattant terrible et l'idée d'être accompagné par des associations ou de proximité ou un travail social de proximité, ça facilite quand même la mise en place de tous ces dossiers complexes, de tout ce parcours administratif qui est complexe. Alors, les filières travaillent en fait depuis le début, depuis 2015, avec ensemble les 23 et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui chapeaute les MDPH et avec Orphanet pour essayer, donc ce n'est pas une reconnaissance des maladies rares par la MDPH comme l'a expliqué Béatrice, mais en tout cas déjà pour pouvoir fournir l'information aux MDPH des retentissements dans la vie quotidienne, donc des informations qu'ils attendent de ces maladies rares-là. Donc il y a des travaux d'Orphanet qui apportent des informations aux MDPH et puis des travaux des filières pour comment remplir le projet de vie, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a aussi un document complémentaire qui a été élaboré par les filières avec la CNSA et puis on travaille aussi avec toute la structuration handicap rare parce qu'il y a quand même un peu des problématiques communes sur la rareté, la méconnaissance des MDPH. Il y a un document complémentaire, alors encore un document, mais qui peut permettre d'expliciter tous les retentissements dans la vie quotidienne qui a été mise en place avec l'accord de la CNSA, qui est optionnel, bien sûr, qui a été expérimenté sur toute l'année 2021.
et qui peut être rempli par la personne, ses aidants, sa famille, son entourage, son enseignant, et ajouté au dossier MDPH qui va vraiment décrire où sont les difficultés. En fait, ça va aider à remplir le projet de vie. Donc ça, c'est un document éventuellement qui peut être aussi renseigné par les personnes. Et justement, ce document, en fait, tu me l'as transmis à Myriam. En fait, il reprend tous les items du GEVA qui est hyper complet. Alors que le dossier MDPH, il n'est pas du tout suffisamment complet pour que la MDPH prenne des bonnes décisions. Donc, ce document, il est hyper utile à la MDPH pour vraiment reconnaître les difficultés et l'impact au quotidien. Ça va aider la famille ou la personne à détailler en fait ce qui sera pris en compte par la MDPH. Alors, il y a d'autres travaux en cours, hein, mais c'est vrai que c'est extrêmement long et compliqué de travailler sur ces aspects-là avec des interlocuteurs qui sont pas forcément très disponibles. Et puis, ce que nous répond la CNSA, c'est qu'ils pilotent les MDPH, c'est-à-dire qu'en fait, ils leur donnent les grandes orientations, mais que chaque MDPH a une autonomie de gestion puisqu'elle est départementale. Donc, ils ne sont pas décisionnaires sur ce que fait l'MDPH et qu'eux aussi, déjà avant même 2015, avaient un souci de souhaiter homogénéiser, mais qu'en fait, ils n'ont pas de pouvoir pour ça. Ils peuvent juste donner des orientations. Donc malheureusement, c'est un sujet pas simple, mais on lâche pas, on continue d'essayer de faire avancer les choses, même si ça prend du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes, d'autres remarques? Est-ce que Béatrice, tu as des choses à ajouter? Et plus généralement, est-ce que au-delà du contenu, merci beaucoup à Mme Angelier de toutes ces infos, est-ce que le contenu vous convient? Enfin, après, la réponse peut être plus tardive, mais est-ce que c'est un type de communication qui vous intéresse? Enfin, alors, une autre information, c'est que la journée nationale de la filière qui aura lieu le 7 octobre, toute la matinée sera consacrée aux aspects médico-sociaux pour plus creuser ces questions-là et n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions. Il y aura aussi des aspects plus spécifiques sur des prises en charge tête-cou. Là, on voulait un petit peu dégrossir sur tout ce qui concernait toutes les associations. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir à la filière, aux représentants associatifs, à Béatrice, des questions que vous pourriez avoir par la suite. Il y aura des interventions donc le 7 octobre, mais il y aura aussi des temps d'échange avec les intervenants. Merci beaucoup, Myriam. Madame Angelier, est-ce que vous avez un mot de conclusion? Enfin, vous voulez ajouter quelque chose en conclusion? Essayer de ne pas être seul finalement et quelquefois j'ai des familles avec des enfants qui ont 10 ans, ils n'ont jamais vu une assistante sociale, ils n'ont jamais été aidés. Et c'est plus facile de faire les choses à deux, anticiper. Et voilà. Et dans les centres de référence, il y a des assistantes sociales. Enfin, voilà, de surtout être accompagné dans ce grand parcours. Voilà. Bien, merci encore de vos interventions, parce qu'elles étaient multiples. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à Myriam et à toute l'équipe de la filière d'avoir tout organisé. Voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'en tenir là si personne n'a de questions, de remarques pour l'instant. Merci encore beaucoup. Pardon, excusez-moi. Je voulais juste savoir, je vois quelqu'un qui l'a mis dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir votre email pour éventuellement vous solliciter sur des petites choses peut-être plus spécifiques à nos pathologies pour pas envahir tout le monde avec des histoires qui sont très spécifiques. Est-ce que c'est possible ou même sur des recherches d'informations, savoir où chercher les bons documents ou ce genre de choses? Oui, dans ces cas-là, peut-être Myriam, tu peux le... On va renvoyer le PowerPoint, le lien pour la vidéo dès qu'elle sera en ligne, les documents que tu as transmis, les liens, et puis ton contact. Si Parfait, merci beaucoup. D'accord. Merci par avance de bien vouloir grouper vos questions aussi à Mme Angelier pour éviter un déferlement de mails. Je sais qu'on tous répondre à tous les mails qu'on reçoit, mais c'est vrai que autant les grouper. Parfait. Et merci encore à tout le monde. Au revoir. Bon après-midi. N'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, à très bientôt, tout simplement. Merci encore pour ces interventions. Merci. Bonne journée.